Bonjour, très heureuse de vous retrouver au cœur de l'Assemblée nationale. Eh bien, les travaux parlementaires ont donc repris après 3 semaines de suspension pour cause d'élections municipales. Les auditions ont donc repris dans cet épisode. On va revenir sur l'une d'elles très attendue, celle de Vincent Bolloré. Il était entendu par la commission d'enquête qui planche sur le financement et la neutralité du service public sur fond de tensions entre le président et le rapporteur de cette commission. Alors pourquoi cette audition? Eh bien, Vincent Bolloré est actionnaire majoritaire de Canal+, mais il a aussi des parts au sein de la société de production Banijay. Banijay, c'est le 3e fournisseur de programmes de France Télévisions, qui est l'un des cœurs de cible de la commission d'enquête. D'ailleurs, Vincent Bolloré a été interrogé sur les déclarations de Delphine Ernotte, qui estime qu'il veut la peau du service public. On va revoir cette audition à l'Assemblée nationale. Très bonne séance, on se retrouve tout à l'heure. Après la suspension des travaux de notre commission d'enquête en raison des élections municipales, je me réjouis de vous retrouver pour la dernière partie de nos auditions. Avant d'accueillir M. Vincent Bolloré, un point de méthode et d'agenda. J'ai réuni en début d'après-midi le bureau de la commission d'enquête et en accord avec ses membres et M. le rapporteur, j'ai défini le calendrier suivant. Les auditions se poursuivront jusqu'au mercredi 8 avril, ce qui nous permettra de mener d'ici là une quinzaine d'auditions et d'entendre des acteurs importants et des figures de l'audiovisuel public. Puis le rapporteur rédigera son rapport, qui sera ensuite examiné par les députés membres de la commission d'enquête. Un vote sur le rapport interviendra d'ici la fin avril. Pour être en mesure de voter et de se prononcer sur un rapport, il faut l'avoir lu, et pour ce faire, il faut donc qu'il soit rédigé. Par conséquent, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre sur certains réseaux sociaux ou médias, aucun membre du bureau de la commission d'enquête n'a indiqué que par principe, il voterait ou ne voterait pas le rapport, tout simplement parce qu'il n'est pas encore rédigé. J'accueille maintenant en votre nom Monsieur Vincent Bolloré. Monsieur Bolloré, vous êtes un capitaine d'industrie, un industriel de premier plan, et votre groupe familial, qui trouve son origine au XIXe siècle dans les papeteries de l'Odette en Bretagne, est présent dans différents secteurs d'activité et dans de nombreux pays dans le monde. Vous êtes notamment un acteur important des médias et du secteur audiovisuel. Dans les années 90, vous vous êtes intéressé à TF1. En 2001, vous avez repris la Société française de production, SFP. Vous participez au lancement de la TNT en 2005 en créant au sein du groupe Bolloré la chaîne Direct 8 devenue C8. En 2010, ce groupe rachète au groupe Lagardère la chaîne Virgin 17 devenue C-Star. En 2012, après la revente de ces deux chaînes au groupe Canal+, via un échange d'actions, vous devenez le premier actionnaire de Vivendi, puis en 2015, celui de Canal+. Parmi les médias dont vous êtes ou votre groupe directement ou indirectement actionnaire, on peut citer la chaîne d'information CNews, le Journal du Dimanche ou la station Europe 1. Si vous êtes un acteur incontournable du secteur audiovisuel français privé, je veux être très clair que ce n'est pas à ce titre que nous vous auditionnons, puisque cette commission d'enquête porte sur l'audiovisuel public. Monsieur le rapporteur a souhaité auditionner les principaux actionnaires financiers des principales sociétés de production avec lesquelles France Télévisions travaille. Or, vous êtes, à travers le groupe Vivendi, l'un des principaux actionnaires financiers du groupe audiovisuel Banijay, dont nous avons auditionné les dirigeants il y a quelques semaines. Banijay est l'un des principaux groupes audiovisuels français et mondiaux avec lequel travaille France Télévisions, et c'est donc à ce titre que j'ai souhaité que nous puissions vous auditionner cet après-midi. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire de 10 minutes, et j'indique d'ores et déjà à mes collègues que l'audition prendra fin à 18h20. Mais avant de vous donner la parole, comme vous le savez et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous cède la parole pour un propos liminaire de 10 minutes. Il faut appuyer, oui. Oui. Écoutez, je m'appelle Vincent Bolloré. Je suis le fils de Michel Bolloré, qui est un industriel breton dans le papier. C'était une entreprise connue parce qu'il faisait les OCB, Odet, Cascadec, Bolloré, que certains d'entre vous peut-être ont utilisé pour le rouler. Et ma mère était employée lectrice dans une maison d'édition.
Le groupe marchait très bien, je représentais la 6e génération, et puis malheureusement, à la sortie de la guerre, les problèmes ont été un peu plus compliqués, et le groupe a marché un peu moins bien. Et puis à un moment, il s'est retrouvé en difficulté au milieu des années 70. Et bien que je ne sois que le 5e enfant de la 3e branche, je suis celui qui a été choisi, ou en tout cas le seul qui a accepté d'aller m'occuper de cette entreprise. C'est vrai que j'avais passé toute ma jeunesse à écouter les histoires de ma famille, le débarquement du 6 juin 1944, où sur les 177 Français, j'avais 2 personnes de ma famille qui étaient là. Mon oncle qui était à Normandie-Niemen, mon père dans la Résistance, mon grand-père qui était procureur de la République et qui s'était lancé dans des affaires d'huile. Enfin bref, ceci a fait qu'il y a eu un affectio societatis et que je suis arrivé dans cette entreprise bretonne en 1981. Il y a eu un redressement miracle en accord avec les salariés de l'entreprise. Il y avait à peu près 800 personnes. Nous avons signé un concordat social qui était qu'en gros, ils acceptaient une baisse de leur salaire à condition que si ça se redressait, ils puissent avoir plus. C'était très risqué à l'époque parce que il n'y avait pas les 20 dernières années de salaire, mais c'était sur la dernière année de salaire que si on se retrouvait en faillite, on était payé. Et donc ça a marché. Et après que ça ait marché, j'ai eu tellement peur que je n'ai pas voulu garder tous les œufs dans le même panier, qu'on a commencé à diversifier le groupe. On l'a diversifié d'abord dans les transports, et puis ensuite on a repéré le secteur des médias, qui est un secteur très rentable, qui nous a paru intéressant. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, petit à petit, nous avons augmenté notre exposition dans le domaine des médias. Et c'est en plus quelque chose qui me faisait plaisir, parce que comme vous l'avez compris, je suis un héritier, et mon sujet était ensuite de pouvoir trouver dans la 7e génération des gens qui prenaient ma place. Et mon 2e fils était parti dans les médias, travailler ailleurs, parce que le papier ne l'intéressait pas beaucoup, enfin les médias l'intéressaient plus. Et donc j'ai pu le refaire de revenir dans le groupe à cette occasion. Donc c'était d'une pierre 2 coups. Et voilà, ça s'est bien passé. Nous avons fait un certain nombre de développements. En réalité, c'est un groupe qui a été construit avec une vocation internationale. Nous n'en sommes pas contrôlants aujourd'hui. Nous ne sommes que actionnaires de référence, mais nous sommes actionnaires de référence de plusieurs très grandes entités d'origine française et ayant leur siège en France. D'abord Havas, qui est la fameuse agence Havas, qui emploie une vingtaine de milliers de personnes dans le monde et beaucoup aux États-Unis. Ensuite, le groupe Canal, qui emploie aussi plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui a maintenant pratiquement 40 millions d'abonnés dans le monde et qui a investi au-delà de la France, maintenant en Europe, beaucoup, en Asie et beaucoup en Afrique récemment. Et puis, nous sommes rentrés dans le groupe Lagardère au moment où le Covid faisait que cette compagnie était un peu en difficulté, à la demande d'Arnaud Lagardère. Et nous sommes devenus donc un actionnaire de référence à côté d'Arnaud Lagardère, qui garde bien sûr la présidence direction générale de ce groupe, qui a été créé par son père, que j'ai bien connu, et qui était d'ailleurs à un moment actionnaire chez nous. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un groupe donc qui marche bien. C'est un groupe qui se développe. Il y a des équipes qui sont compétentes. Et je suis très heureux d'être devant vous. Alors malheureusement, Banijay, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce que nous avons donc 29% de Vivendi qui a 19% de Banijay. Donc ça veut dire qu'on a un intérêt économique de 5%. Je n'en ai jamais été administrateur. J'ai jamais été chez eux. D'ailleurs, je ne sais même pas où est leur siège social. En revanche, je connais très bien l'actionnaire majoritaire qui est Stéphane Courbit, qui est le fondateur, qui est un garçon d'origine modeste, je crois qu'on peut le dire. Il était dans la Drôme. Sa mère travaillait à la Poste. Et je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. Et il a monté un groupe tout à fait extraordinaire. Et puis à un moment, il a eu quelques difficultés. Et il avait besoin de trouver des gens qui venaient l'épauler. Et je suis venu l'épauler. Je crois qu'on a mis à peu près 200 millions dans son groupe. Et bien nous a pris, puisqu'aujourd'hui, ça doit en valoir 3 ou 4 fois plus. C'est un garçon admirable et je crois que vous l'avez vu, donc je pense qu'il vous a tout dit sur Banijay, en tout cas j'espère, parce que moi sur Banijay, je dois vous dire que je ne connais absolument rien.
Et accessoirement, je ne regarde pas beaucoup la télévision, donc je ne suis pas très très bon pour répondre aux questions. Mais enfin, je pense que vous m'avez convoqué aussi pour poser d'autres questions. Donc je pense que le fait que je ne sois pas diplômé en Banijay, vous allez trouver d'autres choses à me demander. Voilà, Monsieur le Président. J'ai pris ma retraite opérationnelle il y a quelques années maintenant. Je m'occupe surtout de philanthropie et de spirituel, qui est quelque chose qui m'occupe beaucoup à mon âge, c'est normal. Mais je continue évidemment à voir les équipes et à voir un certain nombre de gens. Et puis j'ai monté avec des amis un institut qui s'appelle l'Institut de l'Espérance. Enfin, à côté de tout ça, je préside encore la compagnie de l'ODEC, qui est la société qui contrôle encore le groupe familial en termes de voix. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bolloré. Avant de céder la parole au rapporteur, je vais vous poser quelques questions liminaires. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Bolloré, vous n'êtes pas docteur S. Banijay, mais vous êtes un acteur des médias important, un citoyen et puis un investisseur qui a l'œil acéré, aiguisé. J'imagine que les investissements que vous réalisez, vous les faites après une analyse approfondie. Il me semble que dans votre investissement dans Banijay, une clause prévoyait que vous puissiez même en devenir l'actionnaire majoritaire. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque vous êtes un actionnaire financier important, mais pas du tout l'actionnaire majoritaire. Mais peut-être pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous intéressait dans cette entreprise, pourquoi avoir investi dans Banijay. Et votre éclairage serait intéressant sur la question de l'actionnariat financier. On a appris que le 3 mars dernier, Banijay Entertainment, donc cette société de production audiovisuelle, se rapprochait de son concurrent britannique, Allstream Media, pour aboutir à la création d'une entité qui pèse 4 milliards d'euros et qui est donc détenue par Banijay Group et par le fonds américano-émirati Redbird IMI, qui est propriétaire d'Allstream Media. Ce qui veut dire plus clairement que l'un des actionnaires principaux de Banijay Entertainment est un investisseur étranger, en l'occurrence américano-émirati. Et on s'est beaucoup posé la question dans cette commission d'enquête de l'indépendance de la production audiovisuelle française et du risque que pouvait faire peser sur ces sociétés de production un actionnariat qui serait étranger. Quel est votre regard sur ce sujet? Est-ce que vous considérez que ces sociétés de production audiovisuelle, qui travaillent notamment avec le service public audiovisuel, avec France Télévisions, devraient avoir un investissement principalement, un actionnaire principalement français? Est-ce que c'est posé la question pour vous d'augmenter votre part dans le capital de Banijay pour garantir, j'allais dire, un capital français et un actionnariat français? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'accord ou d'idée ou de quoi que ce soit pour qu'on ne devienne jamais majoritaire, puisque, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, Stéphane Courbit a décidé de créer ce groupe. Il a très bien réussi. Je crois qu'il a un fils qui a même fait Polytechnique, donc je pense que sa famille va continuer. En tout cas, je lui ai beaucoup conseillé toujours de continuer, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois comme vous que plus vous avez des actionnaires français, plus les entreprises françaises sont préférées, privilégiées. Il n'y a pas de doute que si vous avez un actionnaire étranger, le risque social s'élève beaucoup en France, au-delà du risque des contenus. Donc c'est vrai que c'est très important d'essayer de maintenir un tissu d'actionnariat français. Mais en ce qui nous concerne, donc, on est chez Banijay totalement dormant. Vous avez 3 sortes d'actionnaires. Vous avez des actionnaires de contrôle, ce qu'on est, nous, la famille dans Bolloré. On a 204 ans d'existence. Il y a pas mal d'entreprises françaises qui ont plus de 200 ans, enfin quelques-unes, mais qui ont toujours la même famille comme majoritaire. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez les actionnaires minoritaires, mais qui peuvent être contrôlants, entre 30 et 50. Et puis vous avez des actionnaires minoritaires qui peuvent être contrôlants parce qu'il n'y a pas d'autres actionnaires. Et puis vous avez des actionnaires minoritaires dormants. Là, nous sommes dormants puisque Stéphane Courbit, je vous dis, qui est un garçon tout à fait admirable, dirige son groupe et à ma connaissance, vous avez 0 risque dans ce domaine. Alors après, le problème, c'est que les croissances, quand vous allez très vite dans les croissances, et bien évidemment, vous conduisez plus vite votre véhicule et donc c'est plus intéressant et toujours plus difficile. Mais je vous redis, Stéphane Courbit, avec qui on l'a lancé Direct 8 il y a 20 ans, est un garçon vraiment admirable. Et en plus, il est humble et sympathique. Ce n'est pas l'effet qu'il a fait sur la commission, mais voilà. Donc il faut l'encourager à rester en France et à continuer à investir dans d'autres entreprises. Et je pense que c'est essentiel que la France, et pas seulement dans les médias d'ailleurs, mais dans tous les secteurs, des actionnaires qui restent. Parce que je redis,
l'entreprise Bolloré n'aurait pas été en Bretagne et je n'aurais pas été sur cette terrasse avec toute ma famille qui racontait des histoires du grand-père, du père, du grand-oncle, alors sans doute ils exagéraient, sans doute que les histoires étaient un peu enjolivées, mais quand même, se crée un affectio societatis. Et quand il s'est agi de nos usines françaises, on a toujours été extraordinairement attentif à l'emploi. Alors que quelqu'un qui est à Chicago ou dans les pays du Golfe, évidemment, ce qui se passe en France est moins important pour lui. Donc oui, la réponse, c'est il faut absolument un capitalisme français. Et je crois que c'est bon non seulement pour la France, mais c'est bon pour les gens qui entreprennent. Et alors, au bout de cette question, pourquoi est-ce que vous êtes posé la question, du coup, à la faveur de la croissance de Banijay et de sa volonté de devenir un champion mondial, d'investir non, pas du de tout, manière plus parce que, importante? non, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Et je redis, de toute façon, la question ne se posait pas et ne se pose pas. Et nous avons nous-mêmes déjà beaucoup de challenges dans le groupe. Mes successeurs ont beaucoup de challenges dans le groupe à effectuer. Alors une dernière question, et puis je cède la parole au rapporteur. Vous êtes un acteur des médias, de l'audiovisuel, vous êtes aussi un citoyen, un électeur, comme tout à chacun. Et je voulais vous interroger sur votre vision de l'audiovisuel public. Les médias que vous possédez directement ou indirectement ont pu être assez critiques sur l'audiovisuel public. C'est le cas de CNews, du JDD, qui ont souvent porté des critiques sur l'audiovisuel public. En même temps, vous êtes un actionnaire financier, vous l'avez dit, un actionnaire dormant, mais d'une société de production qui travaille avec l'audiovisuel public, qui est même l'une des principales sociétés de production avec lesquelles travaille France Télévisions. Et finalement, ma question est assez simple. Quel regard vous portez sur l'audiovisuel public? Pour vous, qui êtes un acteur important des médias, quelle est la spécificité de l'audiovisuel public français? Qu'est-ce que devrait faire? Quelle devrait être la mission de l'audiovisuel public dans notre pays? Et est-ce qu'on a besoin en France d'un audiovisuel public ou pas, selon vous? Bon, alors d'abord, je ne suis pas très bien placé pour répondre parce que je ne regarde pas souvent la télévision. Enfin, pour être tout à fait honnête, je regarde Canal pour 24 € par mois. Comme vous savez, vous avez les films, les séries, etc. J'espère que vous êtes tous abonnés. Et une fois que vous avez Canal, vous avez moins de temps pour aller regarder le reste des télés. Mais il m'arrive de temps en temps de rentrer et de zapper. Et je dois reconnaître que quand je passe de la 1 à la 2, à la 3, à la 6, et même à la 8, avant qu'elle nous soit confisquée, vous ne voyez pas beaucoup de différence. Donc sincèrement, je pense qu'on n'a rien à reprocher au service public, ni à le glorifier. En revanche, le problème, c'est les 4 milliards de pertes, les 4 milliards de coûts. Ça, en tant que citoyen, puisque vous m'interrogez, je ne m'exprime pas à l'extérieur, puisque je ne parle jamais à des journaux, mais quand je suis devant une commission d'enquête, je suis obligé malheureusement de répondre. Et comme c'est filmé, bon, mais les gens vont reprendre mes propos, donc, mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, les 4 milliards, c'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté. Quand j'étais jeune, il y avait des problèmes de fin de mois pour un certain nombre de gens. Maintenant, il y a des problèmes de milieu de mois pour à peu près tout le monde, voire même de début de mois pour pas mal de gens. Donc évidemment, les 4 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, milliards, on ne sait pas bien ce que c'est. Mais enfin, par exemple, moi qui suis très proche des agriculteurs et des paysans, parce que je viens d'une région où il y a des paysans et des pêcheurs, vous donneriez 1 000 € par mois aux 350 000 agriculteurs qui nous restent en France, ça vous ferait 350 millions x 12 égale 4 milliards. Donc, pour vous donner à peu près une idée de la taille. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas le service public lui-même, c'est le coût. Et puisque vous me posez la question, je dois vous dire que j'ai connu un cas à peu près similaire qui était Canal. Quand je suis arrivé en 2014 chez Vivendi... Juste un peu plus dans le micro, pardon, merci. Quand je suis arrivé en 2014 chez Vivendi, il y avait une filiale à laquelle on n'avait pas le droit de toucher, qui s'appelait Canal. Et on n'avait pas le droit d'y toucher parce que c'est là qu'il y avait tout le Paris qui chante et qui danse et que... il y avait des tas de gens qui étaient extraordinairement heureux dans cette société. Je comprends très bien d'ailleurs pourquoi ils étaient heureux. Ils allaient au Festival de Cannes. Après, quand ils avaient fini le Festival de Cannes, ils allaient à un match de foot. Après, ils allaient à un match de rugby. Après, ils allaient à Washington pour des élections. Après, ils allaient à un circuit de Formule 1 en Allemagne ou au Japon. Enfin bref, c'était une vie absolument formidable. Mais ça perdait 400 millions ou 500 millions. Et moi, personnellement, n'ayant pas les poches profondes de l'État, je ne pouvais pas laisser Vivendi, c'était mon devoir fiduciaire de corriger cette affaire. Voilà, Canal existe toujours,
Même, je l'ai dit tout à l'heure, Canal est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'il n'était en 2014. Il a dû quadrupler ou quintupler de taille. Mais maintenant, Canal gagne 600 millions ou 700 millions et en gagnera sans doute 1 milliard. Donc c'est un problème, en effet, de gestion, en réalité, à mon avis, qui est le problème essentiel. Donc, si pour résumer peut-être votre position, donc vous considérez qu'il faut, pour être sûr qu'on la comprenne bien ici, vous considérez qu'il faut un audiovisuel public, mais pas 4 milliards d'euros. Parce que vous avez employé le mot perte, c'est pour être sûr. J'ai compris Oui, que la perte, c'est qui coûte à l'État. Perte ou coûte à l'État, c'est pareil. Si vous recevez 4 milliards de l'État, c'est comme... voilà, c'est-à-dire si l'État ne vous les donnait pas, vous perdriez 4 milliards. Mais est-ce que vous considérez... Donc moi, le service public me va très bien, je suis très content, mais il y a deux... dans les moments où on serre la ceinture, il faut savoir ce qu'on veut faire de l'argent. Et puisque vous m'interrogez, je vous dis, vous voyez, on parle du France Libre, là, ou de la France Libre, je ne sais pas, le nouveau porte-avions, qui va coûter 10 milliards. Voilà, qui sera prêt dans 10 ans peut-être. En 10 ans, vous arrêtez de perdre de l'argent dans le service public et vous vous retrouvez avec 4 porte-avions au lieu d'en avoir un. Alors à nouveau, ce n'est pas les gens du service public. Chez Canal, il y avait 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui travaillaient beaucoup, qui n'étaient pas payées particulièrement mal ou bien. C'était une petite caste qui était à la tête de Canal et qui faisait la fête, qui était très heureux. Et je ne leur en veux pas parce que c'était une vie formidable pour eux. Moi, j'ai connu, je vous ai dit, une famille très riche. On vivait vraiment, vraiment bien en Bretagne. C'était formidable. Mon père avait une vaisselle spéciale, etc. Et puis un jour, il n'y avait plus d'argent. On était obligé de passer aux vaisselles Henriot, que vous connaissez, jaune, qui était très bien aussi. On mangeait pareil. Hein. Donc le problème de l'audiovisuel public, ce n'est pas les contenus, c'est les coûts. Voilà. Donc si vous me demandez, je pense que le problème de l'audiovisuel public, c'est essentiellement les coûts. Et à mon avis, les coûts viennent pour l'essentiel de dépenses qui ne sont pas ni maîtrisées ni contrôlées. La preuve, c'est que la 1 et la 6 gagnent de l'argent, elles font la même chose. Voilà. Donc, alors après, pub, pas pub, vous avez qu'à ouvrir la pub au service public. Si vraiment il suffit d'ouvrir la pub au service public pour qu'il arrête de coûter 4 milliards à l'État, ouvrez la pub au service public. Mais je suis sûr que je ne sais pas combien de personnes qui travaillent dans le service public, 5 000, 6 000, ils se porteront beaucoup mieux quand ils gagneront de l'argent. Et je ne vois pas pourquoi TF1 gagnerait de l'argent, la 6 gagnerait de l'argent, et le service public ne gagnerait pas d'argent. Voilà. Mais pardon, je ne suis pas un spécialiste, voilà, si ce n'est que j'ai monté quand même des télés. Je sais comment, à peu près comment ça marche. Et vous allez me parler de CNews tout à l'heure. CNews, c'est pareil. Quand je suis arrivé, j'ai rien contre iTélé. Voilà. Mais iTélé perdait 30 millions. Maintenant, iTélé, il y a des mois où ils gagnent 1 million par mois. Voilà. Donc, on est plus content avec une chaîne qui gagne 1 million par mois que des chaînes qui perdent 30 millions par an. Pour aller au bout de la question, et c'est tout de suite à parler au rapporteur, comment vous analysez ce que, par exemple, Delphine Ernotte a dit sur vous dans Le Monde en disant que Vincent Bolloré voulait la peau de l'audiovisuel public. Vous nous expliquez, je termine juste ma question et je vous laisse répondre, M. Bolloré. Vous nous expliquez que finalement vous êtes plutôt favorable à l'audiovisuel public, que pour vous c'est une question de gestion et de périmètre sans doute. Enfin, vous irez sans doute plus loin et le rapporteur a l'occasion de vous interroger. Comment vous analysez du coup cette remarque à votre endroit ? Écoutez, je connais bien la vie malheureusement pour l'avoir vécu un certain temps. Quand on a des problèmes, il y a 2 sortes de comportements. Premier comportement, vous reconnaissez vos problèmes. Voilà. Et puis, deuxième comportement, vous dites c'est la faute d'un tel. Voilà. Donc pour essayer de déporter l'attention de il faudrait mieux gérer, il ne faudrait pas dépenser de l'argent, on reporte sur il y a un ennemi commun et on essaye de trouver un ennemi commun. Et moi, malheureusement, ça on peut en parler, je suis l'ennemi commun type. Je suis le bouc émissaire parfait, je suis le paratonnerre idéal, parce que je représente toutes les cases que la caste n'aime pas. Voilà. Des origines familiales, des entreprises avec des salariés qui ont l'air heureux de travailler en Bretagne. Il y a même une chapelle dans le jardin, alors vous vous rendez compte. Ça, c'est le pire du pire. Donc voilà, il faut trouver un ennemi commun, et je suis l'ennemi commun parfait. Mais honnêtement, nous, le service public, d'abord sur le plan personnel, ne me dérange pas du tout. Je vous dis, je ne vois rien de mal. D'abord, je ne regarde pas, et puis ensuite, je ne vois rien de mal dans ce qu'ils font, en particulier par rapport à ailleurs. Mais surtout, en ce qui concerne sur le plan économique et financier, nous n'avons aucune concurrence avec le service public. Voilà. Canal, c'est un groupe qui marche par abonnement, ça n'a rien à voir avec ce que fait le service public, qui vend des abonnements dans le monde entier. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc le seul truc qui pourrait être en concurrence avec le service public, ce serait peut-être CNews, qui fait, je ne sais pas, 80 millions ou 100 millions de chiffre d'affaires, sur les 40 milliards de chiffre d'affaires de Canal, Hachette et compagnie. Donc, si vous voulez, on n'a aucun intérêt à être ennemi du service public. Moi, je n'ai pas de problème. En revanche, c'est sûr que quand vous avez fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous êtes arrivé chez Canal et que vous avez supprimé
ce temple. Il y avait les guignols, il y avait des trucs de toutes sortes. Enfin, c'était un machin, je vous dis, à 500 millions. Bon, c'était formidable, c'était très bien, hein, c'était 500 millions. Eh bien, évidemment, je ne suis pas une bonne personne parce qu'on risque de me dire, bah, tiens, allez donc faire la même chose ailleurs. Ou d'autres gens pourraient se dire, tiens, va faire ce que tu as fait Bolloré ailleurs. Donc, je ne suis pas la bonne personne. C'est comme ça. Merci de ces premières réponses et je cède la parole au rapporteur. Première question assez courte, puisque pour commencer, c'est l'objet de cette audition, même si vous avez fait mention de quelques chiffres dans votre propos liminaire. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le pourcentage exact de votre participation dans le groupe Banijé? J'ai cru comprendre que c'était près de 5%. Est-ce que vous siégez au conseil d'administration? J'ai cru comprendre que vous ne siégiez pas. Et est-ce que vous exercez un rôle opérationnel au sein du groupe? Je crois que vous êtes qualifié dans votre propos liminaire d'actionnaire dormant. En effet, nous avons 29 de 19 ou de 18, donc ça fait à peu près 5% de Banijé. Et nous avons aucun rôle. Ni moi, évidemment, ni personne de mon groupe n'a aucun rôle dans Banijé. Moi, je n'ai jamais été administrateur. Je ne suis jamais allé dans les locaux de Banijé. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne connais pas leurs émissions, ne m'en veuillez pas. Mais je connais Stéphane Courbit, comme je vous l'ai dit, qui est un garçon tout à fait admirable. Il faut que je l'éteigne maintenant ? Merci pour votre réponse. Deuxième question, alors j'en viens peut-être à vos motivations d'investisseurs. On a vu que le groupe Banijé était parvenu au cours de son développement à maintenir à la fois un contrôle des capitaux très majoritairement français, le président l'a rappelé. On a pu voir que d'autres groupes de l'audiovisuel, comme par exemple Media One, avaient davantage ouvert leur capital, par exemple, à des fonds d'investissement américains. Monsieur Courbit, à la tête de Banijé, que l'on a entendu il y a quelques semaines, a expliqué avoir pu bénéficier d'une aide importante auprès d'un terreau d'entrepreneurs français comme vous, comme monsieur Marc Ladré de la Charrière, comme Bernard Arnault. Quels étaient pour vous les rationnels, les raisons d'investissement dans le groupe Banijé, alors même d'ailleurs que vous détenez les studios de production Studio Canal? Quels sont au fond les facteurs qui ont pu guider ce choix? Et est-ce qu'à l'avenir, vous comptez peut-être monter au capital de ce groupe, ou est-ce que vous le suivez de façon un peu plus précise? Il faut que je revienne 2 secondes dans le passé pour répondre à votre question. Donc moi, j'étais le 5e enfant de la 3e branche de la famille Bolloré. Je devais ne rien faire et avoir suffisamment d'argent pour rien faire. Et ça m'allait bien, hein, pour être tout à fait honnête. C'était un des buts de ma vie tout à fait délicieux. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu que je m'y colle, que je travaille. Et comme je n'avais pas les capacités sans doute, j'ai développé un 6e sens qui est de repérer les talents. Donc j'ai repéré en arrivant chez Canal, je crois que j'ai dû faire partir sur les 50 premiers dirigeants, 48 ou 49, j'ai repéré Maxime Saada et Grégoire Castin, etc., etc. Quand je suis arrivé chez Universal Music, chez Vivendi, on a repéré Lucian Grange. Et voilà, j'ai vu Stéphane Courbit et j'ai pensé que ce garçon était un garçon tout à fait capable d'aller créer et développer un groupe. Et voilà, il y a des gens qui choisissent des tableaux, de la peinture, il y a des gens qui choisissent de la musique. Il y a des gens qui choisissent la politique et qui repèrent les talents. Moi, je repère les talents économiques et financiers. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cette affaire et qu'on en sortira comme on est rentré le jour où il n'aura pas besoin de nous. Mais à l'époque, les conditions financières pour lui étaient assez difficiles. Et comme on est rentré avec des obligations convertibles avec des taux assez bas, je pense que ça l'a aidé à faire son développement. Et voilà, donc j'ai aucune intention, moi personnellement, de faire quoi que ce soit. Et à mon avis, mes successeurs, je ne sais pas, mais n'iront pas dans une affaire où il y a déjà un fondateur entrepreneur qui fait très bien. Je pense qu'il y a tellement d'opportunités d'investissement dans le monde qu'il faut essayer d'aller dans des endroits où vous avez plus de chances de réaliser des performances et pas d'aller chez les autres. Merci. Est-ce que vous ou vos représentants au conseil d'administration de Banijé, est-ce que vous veillez à ce que le groupe contribue activement à la promotion du savoir-faire culturel français, à la création d'emplois, par exemple, sur le territoire national, ou par exemple aussi au maintien effectif d'un contrôle actionnarial français? Le cas échéant, comment est-ce que ça se traduit? Bon, encore une fois, vous avez expliqué en propos liminaire que vous étiez un actionnaire dormant, mais est-ce que dans les discussions que vous pouvez avoir avec M. Courbit, ce sont 3 dimensions sur lesquelles vous attirez particulièrement son attention? Non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Je pense que c'est un grand garçon et que je ne vois pas à quel titre je pourrais lui donner des conseils. Je pense que Stéphane Courbit est très attaché à la France.
et qui fera tout son possible pour y rester, mais ce n'est pas à moi d'aller donner conseil aux autres. Donc je n'ai jamais donné de conseil à Stéphane et je ne lui en donnerai pas. Une autre question sur les contenus proposés par Banijé, même si j'ai cru comprendre dans votre propos liminaire que la télévision, vous la regardiez assez peu, à part le groupe Canal. Mais vous le savez, Banijé est aujourd'hui leader mondial du divertissement. Il est spécialisé dans les jeux, dans la télé-réalité, dans des formats aussi de type talent show. Lors de l'audition de ses dirigeants, on a appris que France Télévisions avait, de manière assez exceptionnelle, choisi de puiser dans le catalogue international de Banijé, notamment pour adapter en France une émission comme Drag Race. Alors dans ce programme, on en a parlé, notamment avec Madame Laroche-Joubert, certains participants tiennent des propos quand même très militants qui revendiquent par exemple, je cite, « Je suis woke, je suis queer, je suis noir, je suis non-binaire » ou encore « On est woke, on le reste et on l'assume ». Bon, pourtant, cette émission est interdite au moins de 10 ans. Elle a fait l'objet d'une campagne importante de promotion de la part de France Télévisions, y compris sur les réseaux sociaux, parfois avec des messages visant un public familial. Est-ce que vous pensez que ce type de programme est adapté et au contraire est la vocation du service public? Et est-ce que, en tant qu'actionnaire même dormant de Banijé, vous avez eu un jour à vous prononcer sur des choix éditoriaux et des choix de contenu à aller distiller sur le service public? Je ne suis jamais prononcé et je ne me prononcerai pas parce que je suis pour la liberté, ça coule dans mes veines. Et quand vous êtes pour la liberté, vous n'êtes pas simplement pour la liberté pour vous et ceux que vous aimez, vous êtes la liberté pour les autres. C'est le principe de la démocratie. Donc si les dirigeants de France Télévisions pensent que c'est bien, voilà, il faut s'adresser aux dirigeants de France Télévisions. Mais moi, personnellement, j'ai de conseils à donner à personne. Une autre dimension dont on a beaucoup parlé en commission d'enquête concernant Banijé et concernant France Télévisions, c'est l'omniprésence des jeux, notamment sur France 2. J'ai pu voir que par exemple sur 24 heures de diffusion sur France 2, on a à peu près 9 jeux, là où sur TF1 on en a à peu près 1. La majorité de ces programmes de divertissement sont produits par le groupe Banijé, notamment par Nagui, qui est aussi l'un des co-actionnaires du groupe Banijé. On a pu le voir, ces émissions génèrent des marges très élevées qui peuvent atteindre par exemple 42% pour l'émission Chacun son tour. Il y a des rapports aussi d'audit interne qui montrent que la rémunération finalement versée aux producteurs dont Nagui est bien supérieure à celle prévue dans les devis initiaux, alors qu'il s'agit d'argent public, alors que aujourd'hui les conditions, les efforts que l'on demande aux Français budget après budget sont quand même de plus en plus importants, alors que ces ressources pourraient aussi être réinvesties dans la création, dans la production audiovisuelle française et le développement de nouveaux programmes. Est-ce que vous considérez, peut-être d'un regard un peu plus extérieur, que c'est la vocation du service public, notamment sur France 2, de proposer autant de divertissement, ou est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un axe plus différenciant sur le service public par rapport aux chaînes privées commerciales? Moi, je pense qu'à nouveau, le problème du service public, en fait, c'est le problème de la France. Quand vous parlez du service public, vous parlez de la France. Donc là, c'est quelque chose dont vous vous occupez, qui coûte 4 milliards par an aux Français. Mais quelque part, c'est la translation de la France en général. A-t-on les moyens et qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les priorités? Moi, je ne suis pas homme politique ni femme politique, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ce genre de choses. Moi, ce que je sais faire, c'est redresser des situations qui ont l'air compromises. Je l'ai fait dans le papier dans les années 80, je l'ai fait dans le transport dans les années 90, je l'ai fait ensuite dans l'audiovisuel. Donc je sais comment redresser des choses. Mais je n'ai jamais travaillé avec l'État, donc je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il faut faire avec l'argent public et où est-ce qu'il est le mieux alloué. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans la défense? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la sécurité? Je ne sais pas. Ou dans le service public? Je ne sais pas. Mais à la limite, ce que je voulais dire en disant c'est une translation de la France, quand la France était très riche, pas de problème de mettre 4 milliards ou 5 ou 10 ou 15, peu importe, dans le service public. Ce n'est pas le sujet. Après, vous pouvez faire que le service public est plus ou moins performant et des émissions qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Mais ça, ce sont en fait les dirigeants que vous nommez là-bas qui doivent dire ce qui est bien pour leur public et ce qui est bien pour la France. Le vrai sujet, c'est a-t-on l'argent encore aujourd'hui? On sait que non. Voilà, on sait que la situation française est extraordinairement glissante. Avant, elle vacillait, mais enfin maintenant, on voit qu'on glisse sur le plan financier.
Et donc la question qui se pose pour le service public, c'est comme pour la France. Où l'État doit-il mettre son argent en priorité ? Parce que malheureusement, les cartes de crédit, vous en avez tous, je pense. Il y a un moment où vous avez un appel du banquier. Il y a un moment où ça ne marche plus. Donc c'est ça la question. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments pour y répondre. Mais je me suis retrouvé souvent, malheureusement, dans des situations difficiles où il fallait d'abord faire preuve de lucidité, parce que la première condition d'un redressement, c'est la lucidité. Voilà. C'est quelle est la vraie situation. Quelqu'un qui boit trop, tant qu'il ne se dit pas « je bois trop », il ne s'arrêtera pas de boire. Ou quelqu'un qui est trop gros, tant qu'il ne s'arrêtera pas de manger, continuera à être avec du surpoids. Donc quelqu'un qui se trouve dans une situation financière difficile, tant qu'il ne le reconnaît pas, il ne fera pas d'effort. Donc ça, c'est la première chose, c'est la lucidité. Après, il faut analyser les raisons pour lesquelles cette situation est comme ça et essayer de trouver les moyens, c'est-à-dire les voies par lesquelles on peut redresser. Puis après, il faut trouver l'équipe. Et ça, évidemment, c'est le point fort, c'est de trouver des gens. Parce que si vous voulez faire vous-même, ça, vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous trouvez des gens qui eux-mêmes sont capables de faire des équipes, ça marche. Et vous voyez, notre groupe, je vous dis, quand je suis arrivé, on était 800. Maintenant, alors, on n'est plus en contrôlant, mais il y a 80 000 ou 100 000 personnes qui travaillent quelque part pas loin de notre groupe. Ça s'est fait parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé des dirigeants qui ont été capables de trouver des dirigeants qui ont été capables d'analyser les problèmes et puis du courage. Ça veut dire que les dirigeants, pour vous, actuels de l'audiovisuel public ne sont pas capables ? Je ne sais pas, mais je dis simplement que ça dépend. C'est peut-être la faute de l'État aussi. Moi, si vous me donnez 4 milliards, peut-être que je ne vais pas vous dire que je ne vais pas les dépenser. Il ne faut pas jeter la pierre, il faut dire voilà ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis le problème que vous posez. Ce n'est pas le problème de France Télévisions ou Radio France ou des services publics, c'est le problème de la France. Où voulez-vous mettre votre argent ? Est-ce que vous avez de l'argent ? Combien il vous en reste ? Combien il nous en reste ? Pardon, je m'excuse, je m'associe aux représentants du peuple, que je respecte et que j'admire par nature. Où on peut mettre notre argent en priorité ? Où est-ce qu'il est le plus utile ? Et je vous dis, moi, quand je vois que ça coûte 4 milliards alors que c'est les mêmes programmes que sur la 1 ou la 6, je pense que vous avez des choses que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à mettre 4 milliards. Mais c'est un avis personnel. Bon, Madame Ernotte, ne s'inquiète pas, à mon âge, je ne vais pas aller me faire embaucher chez France Télévisions. Puis je pense de toute façon que vous ne m'embaucheriez pas, donc il n'y a pas de problème. Dernière question sur ce sujet, et je vais me permettre d'insister, mais est-ce que, au fond, la vocation de l'audiovisuel public, c'est de chercher d'une certaine façon la rentabilité, comme par exemple des groupes privés commerciaux, ou est-ce que c'est de proposer des contenus différenciants, peut-être plus audacieux, qu'on verrait moins sur les chaînes privées, parce qu'il y a une incertitude de rencontrer une audience ? Quelle est votre vision aussi sur le cœur de l'ADN ? Parce qu'au fond, c'est peut-être la question la plus importante que l'on se pose dans le cadre de la commission d'enquête. Quelle est la vocation première de l'audiovisuel public ? Pardonnez-moi, je reviens toujours. Je crois que le sujet n'est pas ça. Le sujet, c'est combien d'argent vous êtes prêt à mettre dans les principaux services régaliens de l'État. Et une fois que vous savez combien d'argent vous avez disponible, vous savez ce que vous pouvez faire pour l'audiovisuel public. Mais de dire je vais faire ceci ou je vais faire cela, ça dépend quels sont vos moyens. Moi, vu de l'extérieur, les moyens, ils sont pas bons. Hein. Après, on peut aller pas se dire la vérité, mais ça glisse. Moi, vous savez, j'ai connu le général de Gaulle. Pompidou, très bien. Il venait à la maison, jouer aux cartes. Il est venu en Bretagne. Mon père lui a trouvé sa maison. Et puis j'ai connu comme ça toute la France. Voilà. Écoutez, regardez les chiffres. Donc je pense que malheureusement votre commission, pardon, je ne peux pas vous aider beaucoup sur Banijé ou le service public. Banijé parce que j'y connais rien et le service public parce que je ne regarde pas la télé à part Canal. Je suis très content avec Canal. Je vous assure, franchement, c'est un truc, vous avez tous les films. Vous savez que sur la plateforme Canal, M. Bolloré, on peut accéder aux chaînes du service public. Bien sûr, à la 1, à la 2. Il y a 40 chaînes ou 50 chaînes plus gratuites, j'en sais rien. Le problème simplement, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que l'État doit faire de son argent ? Si vous avez beaucoup d'argent, faites ce qu'il vous pense. Mais je vous redis, je ne vois pas pourquoi. Le problème, c'est ça, c'est quand vous avez 2 ou 3 sociétés à peu près équivalentes, qui semblent à peu près équivalentes, qui font à peu près le métier, et qu'il y en a une qui coûte rien, même qui rapporte de l'argent, et des gens se battent pour l'avoir. Je crois que la privatisation de la 6, vous allez avoir la queue à la porte, pour savoir qui veut rentrer dans la 6.
Et puis il y en a une, il faut mettre 4 milliards. Donc le sujet, c'est pas... Voilà. Et je crois que personne n'en veut au service public. Je pense que tout le monde est content ou ça n'a pas d'importance. Le sujet, c'est maintenant, vous demandez aux Français, tout le monde demande aux Français de faire des efforts, c'est là qu'est le problème. Donc le problème, c'est pas le service public, pardon, c'est l'argent de la France pour le service public. Alors, juste avant que le rapporteur change de sujet, parce que je pense qu'il a posé une question fondamentale, monsieur le rapporteur, on a besoin d'avoir quand même aussi votre éclairage là-dessus. Monsieur Courby avait résumé, que vous connaissez bien, avait résumé parfaitement la question qui se pose à nous. Finalement, mettons qu'on ait un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel. On va raisonner ainsi. Mettons qu'on a de l'argent et un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel. Demeure cette question fondamentale. Est-ce que, parce que c'est de l'argent des Français, il faut que le service public, finalement, soit des antennes et des chaînes généralistes, populaires, qui proposent finalement presque la même chose que le service privé, le service audiovisuel privé, ou parce que c'est justement de l'argent public, l'argent des Français, il faut proposer des contenus qui soient différenciants, très différents, pour garantir à chaque instant une complémentarité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, finalement, si on a un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel, il faut que ça soit finalement très généraliste, très populaire, que ça soit pour tous les Français? Et dans ces cas-là, il n'y a pas tellement de complémentarité avec le service audiovisuel privé. Ou est-ce qu'au contraire, il faut une complémentarité? Et si oui, laquelle? Et après, je laisse le rapporteur changer de sujet, mais je pense que ce serait quand même important de vous entendre là-dessus. Donc moi, pour résumer, je suis favorable au service public, je trouve ça très bien. Je ne suis pas favorable à ce qui coûte 4 milliards. Voilà. Donc moi, si vous me demandiez, je vous dirais, gardons le service public et faisons qu'il ne coûte pas 4 milliards. Et on voit bien qu'il y a des tas d'endroits où on peut faire des économies. Alors bon, je vous dis, quand je suis arrivé chez Canal, tout le monde m'a dit c'est impossible de faire les moindres économies. On a fait 500 millions d'économies il y a 10 ans ou 12 ans. Ça ferait 1 milliard avec l'inflation de maintenant. Et franchement, c'était pas un truc très très compliqué. Alors, en revanche, dire ça, vous mettez en cause toute une série de gens qui vivent, qui sont heureux de vivre ensemble, qui se reçoivent, qui passent leurs vacances, qui vont déjeuner, dîner, qui se font des projections de films. Là, vous vous attaquez à un truc terrible. Quand je suis arrivé d'ailleurs chez Vivendi, Jean-René Fourtou, qui était mon prédécesseur, et l'équipe m'a dit « Oh là, surtout, il ne faut pas aller chez Canal, parce que Messier, c'est comme ça qu'il a sauté. » Je dis « Pourquoi il a sauté, Messier, non ?» Oui, il a voulu aller changer Canal, et là, il s'attaquait à changer Pierre Lescure. Alors là, c'était un déchaînement, voilà. Et donc, il faut quelqu'un de courageux pour aller... voilà. Parce que quand vous donnez 4 milliards à quelqu'un, ou à quelques personnes, quelques centaines de personnes, parce que c'est ça dont il s'agit. Malheureusement, si c'était tous les gens au-dessous... Mais je vous ai fait le calcul. Moi, je préfère que vous remettiez le service public à zéro et que vous sauviez les agriculteurs et les pêcheurs. Vous voyez, si vous me demandiez mon avis, c'est ça. Et moi, je ne vois pas de raison pour laquelle le service public coûte tant d'argent à l'État. Je ne vois pas de raison. Parce que je vois les autres chaînes autour qui font la même chose, pratiquement. Si on fait un blind test, on vous met des trucs, on ne vous dit pas quelle est la chaîne, vous enlevez les numéros, vous regardez dans la semaine ou le week-end, je ne suis pas sûr que vous voyez une grande différence. Or, dans un endroit, vous mettez 4 milliards, dans l'autre endroit, vous mettez rien. Il y a quand même une petite interlocation. Voilà. Et le fait qu'ils m'en veulent, c'est normal, parce que rien que je le dis, là, alors je n'ose même pas penser ce qui va se passer, quand en plus c'est filmé. Bon. Enfin, là où j'en suis, c'est pas très grave. Merci pour votre réponse. Dernière question qui concerne le groupe Banijay. Dans le cadre de cette commission d'enquête, vous l'avez peut-être vu, mais on s'est largement penché sur les situations de conflit d'intérêts, notamment les cas de pantouflage qui pouvaient exister entre les sociétés de production privées et l'audiovisuel public. On s'est notamment penché sur le cas de M. Takis Kandilis qui concerne la société Banijay. Je vais rappeler les faits. En février 2018, France Télévisions recrute Takis Kandilis comme directeur des programmes, c'est-à-dire en quelque sorte numéro 2 du groupe. Si les contrats sont formellement signés par la direction de la production, c'est au directeur des programmes qu'il revient de commander les contenus auprès des sociétés de production. Or, avant son arrivée au sein du groupe, M. Kandilis était directeur de Banijay Studio. Et dès 2018, année de sa nomination, Banijay a vu le montant de ses contrats avec France Télévisions augmenter de 8 millions d'euros, puis encore de 11 millions d'euros en 2019, soit une hausse de près de 30% de son chiffre d'affaires avec France Télévisions depuis son arrivée. On a interrogé Madame Ernotte lors de son audition sur ce cas, ainsi que sur d'autres situations comparables, notamment celle de Madame Dari Grand chez Together Media, qui peuvent s'apparenter à des situations de pantouflage ou même de prise illégale d'intérêt. Madame Ernotte, lors de son audition, a estimé qu'il revenait aux législateurs de changer la loi et de s'emparer du problème. Est-ce que vous estimez, donc d'un point de vue extérieur, parce que j'ai compris, vous avez insisté pour expliquer que vous étiez un actionnaire dormant, sans contrôle et sans influence sur le groupe Banijay, mais est-ce que vous estimez que ce type de situation est déontologiquement au moins problématique
et peuvent nuire aussi aux missions de l'audiovisuel public? Écoutez, j'ai aucune idée, pour être tout à fait franc. Le sujet, c'est est-ce que les gens qui sont recrutés sont compétents ou pas. Moi, quand je suis arrivé chez Canal, mon fils m'a dit, il y a un type épouvantable quand je dirigeais la 8 qui s'appelait Gérald Brice-Viret, qui était un concurrent atroce. Donc j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Gérald Brice-Viret, je lui ai dit, est-ce que vous voulez venir travailler avec moi? Bon. Il m'a dit, je peux pas, je suis chez Arnaud Lagardère, je l'aime beaucoup. Donc j'ai appelé Arnaud Lagardère, c'était 15 ans avant, hein, donc il y a plus longtemps. Et il m'a dit, écoute, je te rends service au nom de l'amitié, prends Gérald Brice-Viret. Voilà. Donc après, est-ce que c'était pas bien que Gérald Brice-Viret passe de l'un à l'autre? Je peux pas vous dire. En tout cas, il m'a aidé beaucoup. Et donc la question que vous posez, c'est plus devant la taille du problème que vous avez, c'est-à-dire 4 milliards. La question, c'est qui sont les personnes capables d'aller redresser, d'aller faire que vous ne dépensiez pas 4 milliards. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et donc après, les problèmes de pantouflage, tout ça, c'est sûr que c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Mais l'efficacité, c'est quand même, dans les affaires de ce type, c'est important. Et puis vous avez... Bon, c'est pas un problème social, parce que de toute façon, France Télévisions, demain, vous le privatisez, vous aurez 12 personnes qui se précipiteront, en tout cas 5 ou 6, et il n'y aura pas de problèmes sociaux. Il y aura des problèmes peut-être pour les quelques centaines de personnes qui dirigent, et encore, je ne suis même pas sûr. Mais le sujet, c'est comment l'État arrête, à un moment où il doit faire des économies, où il doit avoir besoin d'argent pour faire autre chose, comment il arrête de dépenser cet argent. Et vous achèteriez, vous, France Télévisions, si c'était Moi, privatisé? personnellement, non. Moi, personnellement, non. J'ai assez, là, des médias, ça va, c'est bien. On a assez, mais il y a plusieurs personnes que je peux vous indiquer, si vous voulez, à titre gratuit, si vous voulez les noms. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Non, parce que c'est pas... Oui, ils vous aideront, peut-être même qu'ils vous donneront de l'argent pour l'acheter, en plus. Donc c'est non seulement vous sauveriez, mais en plus, peut-être qu'ils vous donneraient de l'argent, sans doute. Parce que c'est un outil de puissance. Vous voyez, on ne parle pas d'une crèmerie. On parle de quelqu'un qui fait des contenus, qui voit des metteurs en scène, qui voit des acteurs, des actrices, qui peut aller déjeuner, qui va dans les festivals. C'est un monde, excusez-moi, je ne crois pas que vous connaissiez ce monde directement, je ne crois pas que vous avez réalisé. Moi, je l'ai repéré parce que je les connais bien, tous ces gens. C'est extraordinaire comme vie. C'est des films américains. Donc, si vous voulez, bon. Voilà. Rapporteur. Autre sujet, autre question. Le 6 juin 2025, le groupe Canal+, qui diffusait jusqu'ici ses contenus sur le canal numéro 4, en lieu et place de France 4, a quitté la TNT. Dans un communiqué de presse du 5 décembre 2024, vous motivez votre décision par le non-renouvellement de la fréquence de C8, mais également, je cite, par un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant. Fin de la citation. On a eu l'occasion d'auditionner les représentants des producteurs cinématographiques. Canal+ est aujourd'hui l'un des plus importants financeurs du cinéma en France. Alors, au-delà de la décision de l'Arcom de retirer la fréquence de C8, dont on reparlera d'ailleurs plus tard, est-ce que vous estimez que le cadre réglementaire et fiscal qui s'applique aux diffuseurs est obsolète, ou du moins inadapté à des chaînes payantes comme Canal+? Le 6 juin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais enfin voilà, le général de Gaulle, le 5, a été prévenu qu'il allait avoir le débarquement. Et il a dit, je veux absolument que ce soit des Français, parce que c'est la France. Churchill a dit, mais il n'y a pas de Français. Et puis finalement, ils ont trouvé 177 qui étaient sous les ordres de Lord Lovat. Et mes deux oncles me racontaient que le matin du 6 juin, toutes les troupes se sont arrêtées, tous les bateaux se sont arrêtés pour les laisser passer les premiers. Alors, ils ont dit, non, on ne veut pas gêner, mais enfin bon. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Mon oncle disait qu'il y avait une telle tempête qu'il était content de débarquer. Ils étaient 177, il y en a eu 27 qui n'ont pas été tués ou blessés au cours de cette bataille de Normandie. Donc ce jour du 6 juin, pour nous, il était important. C'est le jour où, en effet, on a décidé de retirer l'essentiel de nos chaînes Canal de la TNT, parce que nous avons à la tête de Canal un garçon qui s'appelle Maxime Saada, que vous connaissez, vous l'avez entendu ou vous le réentendrez. La semaine prochaine. Voilà, qui est un garçon difficile, exigeant, difficile. Et il a été extrêmement mécontent de l'injustice qui a été de lui retirer la 8. Il a été extrêmement mécontent des problèmes de TVA. Ben oui, c'est comme ça. Tout d'un coup, on est venu dire que Canal n'était plus une chaîne de télévision. Canal avait été créé avec une TVA à 5%, puis on l'avait monté à 10%, ce qui était normal, parce que finalement, je le disais tout à l'heure, il fallait chercher de l'argent. Puis tout d'un coup, on a dit Canal n'est plus une chaîne de télé, donc il faut le passer à 20%. Or, 90% ou 85% des programmes de Canal sont regardés en direct, notamment le sport. Enfin bref, donc, Maxime Saada, pour résumer, avec ses équipes, ont décidé de retirer de Canal les chaînes de la TNT.
et vivent maintenant sur le net. Voilà, donc c'est vrai que Canal n'est pas extraordinairement favorisé. Vous parliez tout à l'heure des groupes français qu'il fallait aider à rester et à se développer. Bon, Canal, si vous interrogez Maxime Saada, ne va pas vous dire que c'est un groupe qui a été aidé. C'est en permanence. Alors c'est des petites choses. Vous voyez, avant, pour résilier son abonnement à Canal, il fallait 2 jours de RTT. Maintenant, vous pouvez le faire avec un clic. Voilà, bon, tout est comme ça. Et bon, mais il vous le racontera. Moi, je recueille les sentiments de Maxime Saada et de ses équipes qui viennent me voir de temps en temps. Comme je suis le sage, entre guillemets, je ne sais pas si je suis sage, mais enfin au sens âgé, je leur dis calmez-vous, c'est pas grave, tout ça va aller, etc. etc. Donc en effet, voilà, ils n'ont pas l'impression d'être soutenus dans leur effort. Moi, vous savez, je pense que quand vous êtes maltraité, c'est pas agréable, mais que ça vous force à devenir agile. Et ça force à une certaine exigence. Et je pense que Maxime et ses équipes, maintenant, sont beaucoup, beaucoup plus compétents que quand je les ai rencontrés il y a 12 ans. Studio Canal, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une vraie grande société aujourd'hui de production. Ça doit être une des tops dans le monde. Canal lui-même est un succès formidable. Le digital de Canal, c'est-à-dire toute la partie informatique qui a été créée, est exceptionnelle. Donc je pense que nécessité fait loi, et que donc c'est vrai que sans doute ils ne sont pas aidés, et que de ce point de vue-là, vous ne facilitez pas la vie de Canal, mais d'un autre côté, ça les rend plus agiles, plus dynamiques, et que finalement, à toute chose, malheur est bon. Autre sujet, une autre question. En novembre dernier, France Télévisions et Radio France ont chacun de leur côté déposé une plainte pour dénigrement contre 3 médias de votre groupe, CNews, le JDD et Europe 1, sans en informer leur tutelle, aux frais du contribuable. La ministre de la Culture, d'ailleurs, s'est étonnée d'une telle initiative dont elle n'avait pas été prévenue. Dans l'assignation déposée par Radio France, il est indiqué que votre groupe aurait mené, je cite l'assignation, une entreprise organisée de déstabilisation visant à saper la confiance de ses auditeurs, en mettant notamment publiquement en doute le respect par Radio France de principes essentiels de sa mission de service public, la neutralité, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Fin de la citation. Lors de son audition, Rachida Dati a estimé, je cite, qu'il n'est peut-être pas habile d'indiquer qu'un média qui n'est pas un concurrent, l'audiovisuel public, n'est pas en concurrence avec le privé, il n'a ni la même mission ni le même positionnement, et d'extrême droite. Ajoutant encore, la tutelle aurait pu être informée s'agissant d'une procédure engagée aux frais des Français et assez singulière. Est-ce que vous considérez que cette assignation pour dénigrement est fondée ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette procédure judiciaire? Et est-ce que depuis, vous avez eu des échanges avec Madame Veil ou Madame Ernotte, notamment à ce sujet? Écoutez, j'ai suivi cette affaire par la presse. Le fondement économique et juridique ne m'a pas paru effrayant, donc je ne m'en suis pas mêlé. Parce que je ne me mêle que quand il y a un sujet stratégique ou capitaliste. Ça ne me paraît pas un sujet stratégique ou capitaliste. Et au fond de moi-même, j'ai pensé que c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder comment faire des économies, c'est plus facile de dire qu'il y a des gens qui les dénigrent. Et que voilà, notre groupe est un coupable idéal, ce qui je reconnais. Voilà, mais enfin, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas grave. Alors maintenant, est-ce qu'il aurait fallu prévenir la tutelle? Je n'ai jamais travaillé dans le public, donc je ne suis pas capable de vous répondre sur ce que doit faire quelqu'un dans le public ou pas. Voilà, dans le privé, nous avons des règles de fonctionnement tout à fait particulières, parce que je vous dis, nous sommes fiduciairement redevables à nos actionnaires des dépenses de notre argent. Et quand on a des problèmes, on est de toute façon obligé d'aller les résoudre. Sur ces procédures de dénigrement, je pense que tout observateur objectif pourra dire que vous êtes régulièrement mis en cause personnellement sur les antennes du service public. Je vais citer quelques exemples. Le 28 octobre 2024, un journaliste de France Info demande à Thierry Ardisson, je le cite, « C'est un facho, Bolloré, point d'interrogation ». Alors, ce dernier a répondu par la négative, mais le journaliste a insisté et il a dit, donc à nouveau, je cite, Vincent Bolloré est-il d'extrême droite sans obtenir de réponse positive? Un an plus tard, le 29 octobre 2025, le même journaliste a reproché à Madame Royal
d'avoir été édité dans une maison d'édition qui vous appartenait, d'avoir été aussi chroniqueuse sur TPMP, l'obligeant d'ailleurs à invoquer une liberté d'expression. Le 18 septembre 2025, dans une interview au Monde, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, déclarait à propos de CNews qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite. Fin de la citation. Et enfin, le 16 avril 2025, où on a eu d'ailleurs l'occasion d'y revenir lors de son audition, Thomas Legrand a partagé sur son compte X un message intitulé « Bolloré égale Pétain ». Fin de la citation, alors même qu'il était toujours à l'antenne de France Inter, sans qu'aucune sanction ni mise en garde n'ait été prononcée à son encontre. Est-ce que vous aussi, vous avez envisagé d'engager une action pour dénigrement contre l'audiovisuel public ? Oh, écoutez, je pense qu'ils ont assez de problèmes comme ça pour que j'en rajoute. C'est assez rigolo qu'on mette Bolloré égale Pétain après l'histoire que je viens de vous raconter et que j'ai une des familles les plus actives dans la défense contre l'occupant nazi et fasciste. Voilà, je pense qu'il faut laisser passer. Je vous ai dit, je crois que je fais partie des paratonnerres qui servent pour le groupe. Je ne suis pas sûr que ça leur serve à eux vraiment. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis démocrate chrétien. Je l'ai affirmé sous serment déjà, je crois que c'est la 4e fois que je suis reçu dans des commissions. Démocrate, c'est-à-dire que je respecte le vote des citoyens et des citoyennes. Et chrétien, c'est-à-dire que je crois en Dieu et en le Christ. Voilà. Et le Christ, comme vous savez, est venu sur Terre il y a un peu plus de 2000 ans avec un message extrêmement précis sur le comportement qu'on devait avoir, et notamment l'empathie vis-à-vis des autres, l'écoute, le pardon. Et donc, je me vois comme un démocrate chrétien. Maintenant, ça se concrétise dans un parti politique, ça, aujourd'hui, dans le paysage politique français, ça se concrétise dans un engagement politique? Non, je ne fais pas de politique. Je vous dis, je suis démocrate chrétien parce que je crois à la démocratie, profondément, à la liberté. Et je crois vraiment en Christ. Mais enfin, vous savez, on est 2 milliards. Hein, donc, je ne suis pas tout seul. Là, dans la France, maintenant, ça a l'air un peu bizarre. Vous savez, c'est Gad Elmaleh. Il dit c'est bizarre parce que quand on dit est-ce que tu es musulman? Ah oui, évidemment, je suis musulman. Est-ce que tu es juif? Oui, évidemment. Et toi, tu es catholique? Non, mais pas vraiment. Oui, mais ma sœur. Voilà. Donc, il y a un problème. Les gens n'osent plus le dire. Mais moi, je suis chrétien et je suis démocrate. Vous venez de le dire. Voilà, et je le répète. Ne varietur. Dernier point sur ce sujet de procédure pour dénigrement. J'ai examiné, notamment parce qu'on a reçu le responsable, la programmation de l'émission Complément d'enquête, et j'ai le sentiment qu'il y a un intérêt fort porté à votre groupe, qui s'inscrit d'ailleurs dans une certaine continuité éditoriale. Le 7 avril 2016, Complément d'enquête a diffusé Vincent Bolloré, le milliardaire impitoyable. Le 25 novembre dernier, la même émission diffusait un complément d'enquête sur CNews, en s'appuyant notamment sur des témoignages de personnel ou de proches de salariés de France Télévisions. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de leur poser la question. Le 30 novembre 2023, c'était aussi Cyril Hanouna, qui était alors animateur de votre groupe, qui était la tête d'affiche d'un autre complément d'enquête. Dans le même temps, M. Pigas, qui pourtant est actionnaire et fondateur de MediaOne, propriétaire de groupes de médias Combat depuis 2008, qui inclut notamment Radio Nova, le journal Les Inrocks, le Huffington Post, et qui expliquait encore le 13 janvier dernier dans Libération, c'était à la une, qu'il mettrait notamment les médias et tous ses moyens au service d'un combat contre la droite radicale. Lui n'a jamais fait l'objet d'un complément d'enquête. Bon, je le cite, mais il y en a bien d'autres. Je pense notamment à Martin Bouygues, à la tête du groupe TF1. Je pense à Rodolphe Saadé, propriétaire notamment de BFM TV et RMC, qui eux non plus n'ont jamais été au cœur d'une telle enquête. Comment est-ce que vous expliquez un tel intérêt de la part du service public et comment est-ce que vous envisagez aussi cette étude et cette enquête assez approfondie? Je crois que ce n'est pas que le service public. Je crois que, si vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je représente quelque chose qui est un monde que certains voudraient voir disparaître. C'est-à-dire un monde attaché à ses racines, mais qui avance. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faille... je ne crois pas qu'on est ou conservateur ou progressiste. Je pense qu'il faut être les deux. Je pense qu'il faut être attaché à ses racines, célébrer ce qui a fait votre entreprise ou votre famille, et qu'il faut que, tout en célébrant et en se rappelant d'où vous venez, vous soyez actif dans ce qu'il faut. Pour revenir d'ailleurs sur les questions spirituelles, c'est la parabole des talents. On n'a pas le droit de garder son talent et de ne pas essayer de le développer. Donc j'énerve. Je vous dis, je le vois bien.
quand on reçoit en Bretagne certaines personnes, j'ai reçu notamment les 2 derniers présidents de la République, c'est compliqué quand ils voient ça, et ça ne plaît pas. Bernard Poignant, que j'aime beaucoup, qui a été maire de Quimper et qui a été pendant plus de 40 ans, 45 ans, notre ami fidèle, me dit il faut faire venir les gens pour qu'ils voient ce que c'est que la Bretagne. Mais quand ils voient là, ils trouvent ça épouvantable. Je vous dis, ils voient des salariés qui sont contents du concordat social qui ont signé à l'époque. Ils voient les usines qui sont flambant neuves. On est quand même numéro 1 mondial des films pour condensateurs, des composants pour condensateurs. On a développé à une époque le sachet à thé en papier, qui existait peu ou pas. On a fait des tas de choses comme ça. Et en plus, je vous dis, il y a le musée de Tontonguène, qui est un musée océanographique avec un requin à 2 têtes et un célacanthe. Enfin bref, il y a tout ce qui est, ce qu'on peut dire, entre guillemets, conservateur ou moisi. Donc c'est normal que tous ces gens, je comprends très bien que je ne leur plaise pas, j'en suis désolé pour eux. Mais moi, je pense qu'il est important de combattre pour notre pays qui est en difficulté, je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut que ceux qui ont du courage disent, peut-être qu'on ne vous plaît pas, mais on est comme ça. Et la plupart on a réussi à réunir au sein d'un petit institut qui s'appelle l'Institut de l'Espérance, une vingtaine de personnes qui réfléchissent et qui essaient de ramener du bon sens et de la prospérité pour la France et les Français. Et donc je pense que ça ne plaît pas à la petite caste dirigeante aujourd'hui qui a envie de rester aux manettes de ce qu'elle a. Vous ne pouvez pas leur en vouloir, ils n'ont pas envie. Et pour qu'on comprenne bien, M. Bolloré, pardon de vous interrompre, la caste dirigeante, c'est qui? C'est le gouvernement en place? C'est des dirigeants de l'aide publique? Qu'on comprenne, c'est qui la caste dirigeante? La caste dirigeante, comme son nom l'indique, c'est les personnes qui sont aujourd'hui à diriger, qui sont très heureuses de diriger aujourd'hui. Elles sont très contentes. Voilà, et elles n'ont pas envie qu'il y ait des empêcheurs de tourner en rond qui disent qu'il faut faire des économies, il faut faire attention, etc. On m'a souvent demandé pourquoi CNews avait du succès. Je dis CNews a du succès parce que malheureusement CNews dit des choses que les autres chaînes ne disaient pas sur la situation financière, sur un certain nombre de choses comme ça. Et donc on dérange. Voilà. On dérange ces gens qui ont envie de continuer à vivre dans je n'allais pas dire l'opulence, quoique, alors que la situation n'est pas bonne. Avant que le rapporteur change de sujet, s'il me le permet, est-ce que vous trouvez sain dans une démocratie ce à quoi on assiste, c'est-à-dire d'une certaine manière une guerre de l'audiovisuel public-privé? Le rapporteur a cité des choses vous concernant. On pourrait citer aussi les unes du JDD, parfois assez virulentes contre l'audiovisuel public, ou en tout cas assez fortes pour essayer d'être le plus objectif et impartial possible. Parfois des émissions de CNews aussi qui critiquent, et c'est tout à fait leur droit, l'audiovisuel public. Mais est-ce que finalement, alors je ne sais pas si on va parler de guerre audiovisuelle publique et privée, mais ces tensions qui émergent, cette procédure de dénigrement, est-ce que c'est tout à fait sain dans une démocratie? Vous avez dit vous-même que vous étiez attaché à la complémentarité de l'audiovisuel public et privé. Comment tout ça peut fonctionner de manière plus complémentaire et apaisée? Écoutez, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout en guerre. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure de démocratie chrétienne, donc j'ai la guerre avec personne. Je dois vous dire que je ne hais personne. Vous voyez, et je prie pour mes ennemis, ce qui me coûte, mais je le fais quand même. J'en ai quelques-uns. Non, je pense qu'il ne faut pas... je crois que franchement, notre groupe n'est pas en guerre. Notre groupe, l'audiovisuel public, ne le concerne pas. Je vous ai dit, franchement, Canal, c'est un groupe qui est complètement en dehors de tout ça. Alors maintenant, en ce qui concerne CNews ou JDD dont vous parlez, c'est vrai que comme ce sont des espaces de liberté, nous avons des talents qui sont extraordinairement indépendants. Pascal Praud, il aime la France et les Français. Bon, il est né à Nantes, en tout cas il est intéressé par Nantes, qui était la ville de ma grand-mère. Et voilà, il aime la France, il se balade partout, et donc il donne son avis. Alors après, ça plaît pas, c'est comme ça. Voilà, mais enfin, visiblement, ça plaît à beaucoup de monde, puisque c'est lui qui fait des records d'audience. Mais je crois que ce n'est pas le sujet. Il n'est pas contre l'audiovisuel public, il est contre les dépenses. Et je pense que c'est arrivé à un moment où il y avait une séquence budget de la France, où tout le monde disait, chez les politiques, ça va très mal, c'est épouvantable, la retraite, il faut faire des efforts épouvantables. Et il avait le sentiment qu'il n'y avait pas ces efforts qui étaient faits en face. Voilà. Et donc, comme je n'interviens pas, je ne vais pas aller dire quoi que ce soit à Pascal Praud qui dit ce qu'il pense. Mais il n'y a pas que Pascal Praud, ils sont tous indépendants. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit espace de liberté, même si ça ne plaît pas, c'est bien.
Le 11 décembre dernier, notre commission d'enquête a auditionné M. Roch-Olivier Mestre, ancien président du CSA. J'ai pu l'interroger sur l'écart très important observé ces 15 dernières années entre les sanctions pécuniaires infligées aux chaînes de votre groupe, C8 et CNews, et celles de l'audiovisuel public, alors même que des manquements au pluralisme et à l'indépendance y sont régulièrement relevés. C'est d'ailleurs l'un des objets de notre commission d'enquête. Je rappelle que vos chaînes, sur les 15 dernières années, ont été sanctionnées, peut-être que le chiffre d'ailleurs n'est pas exact, à hauteur de 8 millions d'euros, tandis qu'aucune chaîne de l'audiovisuel public n'a eu à payer la moindre amende, le moindre euro sur la même période. Je lui ai posé cette même question que je vous poserai, et sa réponse a été pour le moins surprenante. Il m'a indiqué, je le cite, « Si le juge considère que nos sanctions sont disproportionnées, il n'hésite pas à le dire. La première mesure que j'ai été amené à prendre en tant que président de l'ARCOM a été de verser un chèque de 1 million à C8, ce qui n'était pas la décision la plus agréable à prendre pour un magistrat de la Cour des comptes. » Fin de la citation. Alors, je rappelle les faits et le contexte, mais en juin 2017, il évoquait, le CSA a infligé une sanction inédite à la chaîne en privant TPMP de publicité pendant une semaine, estimant que C8 avait gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes. Fin de la citation, suite à un canular de Cyril Hanouna à l'encontre de Mathieu Delormeau. En 2018, le Conseil d'État a pourtant annulé la sanction du CSA, jugeant au contraire qu'à aucun moment Mathieu Delormeau, je cite la décision du Conseil d'État, n'avait été montrée sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité. Fin de la citation. C'est un exemple parmi d'autres, mais comment est-ce que vous interprétez les déclarations de M. Roch-Olivier Mestre qui expliquait que verser un chèque d'1 million à C8 n'a pas été la décision la plus agréable à prendre pour un magistrat de la Cour des comptes? Écoutez, je ne vais pas faire de commentaires, ce n'est pas de mon rôle, ce n'est pas de mon ressort. Comme vous savez, sur ces histoires de pénalité, l'ARCOM fonctionne en fonction des signalements. Voilà. Donc il se trouve qu'on a toute une série de gens qui le déclarent. D'ailleurs, vous allez sur le net, ils disent il faut aller faire des signalements, attaquer l'Empire Bolloré, etc. L'Empire, je suis très fier. Faites des signalements. Donc l'ARCOM doit recevoir 5000 signalements par jour ou un truc comme ça. Dès qu'il y a une phrase, dès qu'il y a un truc qui est fait, et voilà. Et puis ils mettent des sanctions derrière parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et on voit bien que c'est une attaque vers nous. D'ailleurs, il y avait la preuve par 9 quand on était petit, et puis il y a la preuve par Hanouna. Vous voyez, en fait, ce qui nous était reproché sur la 8 et les 99% des amendes, c'était Hanouna. Maintenant, Hanouna, on nous a confisqué la 8. Non, on n'a plus la 8. Hanouna est passé sur la 9, il n'y a plus aucun problème sur Hanouna. Hanouna, qui est un type épatant, hein, mais parce que les gens ne sont plus intéressés par attaquer la 9, c'est-à-dire la 6. Donc je pense que, voilà, sans faire Calimero, parce que c'est pas ma nature, je suis dans la résistance, je pense que, voilà, c'est comme ça. Mais à nouveau, voilà, c'est pas agréable d'avoir des sanctions, c'est pas agréable surtout pour les équipes. Mais je vous dis, je pense que ces mauvais traitements nous forcent à être plus agiles. Peut-être qu'on n'aurait pas fait avec Canal nos acquisitions à l'étranger, nos investissements aussi rapidement si on avait eu un soutien en France extraordinairement important. Peut-être qu'on se serait endormi et qu'on aurait été très content d'aller bavarder avec les uns et les autres dans les festivals divers. Et je pense que le fait qu'on ait été un peu maltraités, vous savez, ça arrive dans les familles, les enfants qui sont un peu secoués, parfois, sont ceux qui réussissent le mieux, même si c'est sur le plan moral pas très agréable. Encore 5 minutes, puis je donne la parole aux orateurs de groupe. Ouais, j'ai un certain nombre de questions encore, alors je vais essayer d'être un peu plus synthétique. En 2005, puisque vous évoquiez le sujet, je passe cette question. Vous avez été avec M. Baudecroux, l'un des premiers à croire au développement de la TNT avec le lancement de Direct 8. Vous êtes revenu sur le sujet et devenu par la suite C8. Près de 20 ans plus tard, l'ARCOM a refusé donc le renouvellement de cette chaîne, alors qu'elle figurait parmi les plus regardées, à la 6e place en audience. Le canal a été depuis attribué à un investisseur étranger, M. Daniel Kretinsky, qui à ce stade n'y a pas encore installé de nouvelles chaînes. Alors invitée de C-Médiatique sur France 5 en janvier dernier, Alexia Laroche-Joubert, directrice de Banijé, a qualifié cette décision de déni de démocratie. Comment est-ce que vous analysez cette décision de l'ARCOM, puisque vous avez voulu revenir sur le sujet sur les dernières réponses? Comment est-ce que vous analysez cette décision de l'ARCOM? Quels sont, selon vous, les fondements, les rationnels qui ont poussé l'ARCOM à prendre cette décision de ne pas renouveler votre fréquence? Pardon, toujours pour la même raison.
je ne sais pas si vous avez reçu Daniel Kretinsky, il est charmant. Il parle avec un accent allemand, un français parfait. Il donne, je crois, 15 ou 20 millions par an pour renflouer Libération et plein d'autres choses comme ça, un peu partout. Donc il est extraordinairement bien vu. Donc comme il est extraordinairement bien vu, il a beaucoup d'argent parce qu'il fait du charbon. Il est très francophile, il est formidable et voilà, il donne de l'argent et donc il est bien vu. Et nous, on dit des choses, voilà, on redresse, voilà, on trime, on développe. Voilà, ça fait 204 ans que ça dure et j'espère que ça va durer encore un petit moment. Je dis souvent, on a connu 3 rois, un empereur, 26 présidents de la République, on va se débrouiller, quoi. C'est pas agréable, mais franchement, je vous dis, une fois de plus, je pense que c'est comme ça que s'expliquent les choses. Il y a des gens qui sont bien vus par la petite caste, et donc qui ont ouvert à tout, et puis il y a des gens qui sont mal vus et qui ont des ennuis. Mais ces gens qui ont des ennuis, je vous dis, travaillent peut-être plus dur pour compenser et réussissent mieux, et leurs groupes sont peut-être à terme plus profitables, ou en tout cas plus résistants. C'est des propos forts que vous tenez, Monsieur Bolloré. Je pense que c'est important que vous les précisiez, parce que ça peut jeter quand même une forme de suspicion sur des liens finalement politiques, économiques, financiers, en disant que certains sont aidés, d'autres pas. Est-ce que vous pouvez quand même préciser? Je pense que c'est important. Quand vous dites cette petite caste qui nous gouverne, c'est quoi? C'est les dirigeants actuels? C'est les responsables politiques? C'est des... Je redis, c'est les gens qui sont aujourd'hui aux manettes sont très très contents de rester aux manettes. Politique, c'est les gens aux manettes politiques. La vie est ainsi. Vous lisez les journaux, vous allez sur le net, et la vie est ainsi. Voilà. Nous, notre groupe est plutôt paratonnerre. Voilà. Alors peut-être que c'est notre faute, hein, je ne veux pas dire le contraire. On ne peut pas dire qu'on nous aide à fonctionner. Voilà. On ne peut pas dire qu'on nous aide. Mais vous allez parler à Maxime Saada, vous allez le recevoir. Vous m'avez dit, je ne sais pas, demain ou après-demain. La semaine prochaine. Vous allez voir avec lui, quand vous recevez Maxime Saada, ce qu'il pense. Donc, par exemple, les ministres de la Culture successifs, vous considérez qu'ils ne vous ont pas aidé? Parce que c'est dans le champ du ministère. Mais nous, on ne demande pas à être aidés. Hein. Vous dites, on nous a mis des bâtons dans les roues, il y a une petite caste qui se... Nous ne sommes pas soumis, voilà, pour répondre concrètement, nous ne sommes pas soumis, nous sommes libres et donc on déplaît. C'est comme ça. C'est l'indépendance. Voilà, c'est la valeur de notre indépendance. Et c'est pas quelque chose... Comme la France est de plus en plus en difficulté financière, et donc avec tout ce que ça suppose pour les gens qui se trouvent avec des difficultés eux-mêmes, c'est sûr que les positions se radicalisent. Et qu'on représente en effet un espace qui ne plaît pas à certains, mais qui plaît à d'autres. Vous l'avez abordé dans votre précédente réponse, donc je me permets de basculer sur cette question. Le non-renouvellement de la fréquence de C8, c'est en partie fondé sur un nombre de sanctions que vous avez reçues. Je vais vous donner un exemple. C'était le 5 novembre 2022. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, mais M. Hanouna, qui a été particulièrement ciblé par l'ARCOM, appelait la maire de Paris, Anne Hidalgo, à, je le cite, fermer sa gueule et à chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. J'ai déjà eu l'occasion de poser cette question, notamment au président de l'ARCOM. Et pour ces propos, l'ARCOM a infligé à votre chaîne une sanction, une amende de 300 000 €. Et dans le même temps, 3 semaines plus tard, sur France Inter n'a reçu qu'une simple lettre de rappel pour avoir appelé sur son antenne, je cite, à baiser les femmes des chasseurs, en visant particulièrement à la femme de Willy Schren, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Donc c'est sur la base de sanctions comme celle-ci qu'en juillet 2024, l'ARCOM a justifié le non-renouvellement de la fréquence de C8. Et depuis, on remarque une accélération des sanctions désormais prononcées à l'égard de CNews. Depuis donc la fermeture de C8 en février 2025, les interventions de l'ARCOM envers CNews ont connu une accélération. Un tiers des interventions formelles de l'ARCOM envers CNews, c'est-à-dire un tiers des mises en garde, des mises en demeure et des sanctions pécuniaires ont été prononcées depuis le début officiel de cette commission d'enquête en octobre. Donc on observe quand même une accélération assez importante. Est-ce que vous êtes directement concerné, mais est-ce que vous estimez qu'il y a un risque aujourd'hui que fait peser l'ARCOM sur une fermeture éventuelle à court ou moyen terme de la chaîne CNews? Je vous laisse répondre, M. Bolloré. Je dis juste au rapporteur, on sort un petit peu du périmètre de la commission d'enquête, mais c'est des questions importantes et je vais bien sûr vous laisser y répondre, mais il faut qu'on se recentre quand même sur les questions d'audiovisuel public, même si l'audiovisuel est un paysage. Je vous laisse répondre, M. Bolloré, sur la question du rapporteur. Pardon. Oh, je crois que tout est possible. Donc, je ne peux pas me prononcer, j'en sais rien. Mais j'ai donné la dernière fois que j'ai été reçu par votre commission l'exemple à l'école quand
quand les profs n'aiment pas un élève ou une élève, voilà, on regarde son comportement, ses notes, son machin, elle a oublié son sac de gymnastique, elle n'a pas fait, etc. Et à la fin, à la 3e ou à la 4e remontrance, on est convoqué chez le proviseur, et puis après, voilà. Bon. Écoutez, franchement, dans notre situation, on a vu beaucoup de choses. Donc on en verra encore d'autres. Mais enfin, rien de tout ça n'est mortel. C'est un peu triste pour la liberté d'expression. Parce que je crois qu'en effet, CNews a apporté beaucoup. Et les équipes de CNews sont des équipes absolument remarquables. Serge Nedjar, en plus, a un gros crédit pour une acquisition. Donc il doit être très inquiet pour tout ça. Et ces équipes, moi j'ai vu les pauvres équipes de la 8, vous voyez, qui faisaient mal à personne. Les animaux de la 8, Tui, voilà, William l'énergie, tout ça. Et finalement, celui qui était visé, c'était moi. Et à travers Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna, il a retrouvé, je pense même, et il le mérite parce que je l'ai dit, il fait venir 2 millions de personnes tous les soirs. Donc Cyril, il a retrouvé sans problème. Donc on tire voilà, ça tire sur des cibles qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais enfin, bon, dans votre question, j'en sais rien, il faut demander à l'ARCOM. Voilà. Merci de votre réponse, monsieur le rapporteur. Une question que l'on posera d'ailleurs à l'ARCOM en février 2025. Le journaliste Laurent Nerveux a publié une enquête assez fouillée au sujet de l'ARCOM dans Marianne. Une enquête qui l'a conduit à éplucher d'ailleurs le profil des 298 profils LinkedIn, soit près de 80% des employés de l'ARCOM. Et ces conclusions sont éloquentes. On ne trouverait au sein de l'ARCOM aucun employé ayant précédemment travaillé pour votre groupe. En revanche, il y a plus de 15% des employés de cette autorité qui seraient issus directement de groupes de médias concurrents aux vôtres comme France TV, TF1, M6 ou BFM TV. Et ces effectifs sont précisément surreprésentés dans des directions administratives qui ont eu un rôle stratégique dans l'instruction des dossiers, dans l'envoi de sanctions. Les anciens concurrents de votre groupe représentent ainsi 28% de la direction des plateformes en ligne, 36% de la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale, et enfin 50% de la direction de la communication. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette enquête? Est-ce que vous pensez qu'une surreprésentation de vos concurrents, notamment privés parmi les employés de l'ARCOM, puisse être un facteur d'explication sur cette forte augmentation sur les derniers mois de sanctions qui ont été prononcées contre votre groupe? Je suppose, je n'ai pas d'avis particulier, je ne connaissais pas cette étude, et voilà, je sais simplement qu'on dérange. Voilà, nous sommes dans une situation d'un combat où nous avons redressé l'entreprise Canal, qui a échappé à cette joie collective qui existait. Et donc, bon, c'est normal qu'on soit la cible. Mais enfin bon, ça va, le groupe va bien, on ne va pas mourir. Ça veut dire que pour vous, l'ARCOM est soumise au pouvoir politique? J'essaie de comprendre, parce que c'est important ce que vous dites. C'est pas des petits mots, de dire qu'il y a une caste qui se protège et qui vous cible. Une caste qui se protège, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Non, mais ça existe, voilà, ça a toujours été. Mais c'est pour qu'on comprenne voilà, de qui c'est. Les dirigeants, voilà. Mais est-ce que l'ARCOM est soumise au pouvoir politique? Vous diriez par exemple que l'ARCOM, quand elle vous sanctionne... Mais j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais enfin, on a vu déjà dans des pays et dans des histoires des choses un peu qui sont bizarres. Mais c'est pas... Attendez, je redis, nous, on a connu des guerres mondiales, on a connu des révolutions, on a connu des tas d'évolutions, voilà, on passe à travers. Maintenant, voilà, moi j'ai connu cette caste chez Canal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire autre chose. Ils étaient très contents, ils s'amusaient beaucoup, hein. C'était très joyeux. Voilà. Encore 2 questions du rapporteur et je cède la parole aux différents représentants des groupes politiques. Merci, Monsieur le Président. Dernière question sur l'ARCOM. C'est l'une des premières questions que j'avais posées au président de l'ARCOM. C'était d'ailleurs la première audition de cette commission d'enquête. Le 18 septembre 2024, le militant d'ultra-gauche Fouad Beraou appelait publiquement sur ses réseaux sociaux à une mobilisation antifasciste dans l'archipel des Glénans pour, je le cite, s'opposer à l'Empire Bolloré. Le 25 août 2025, soit à peine un an plus tard, il a été nommé au collège de l'ARCOM à Paris. Et donc, lors de cette audition, le 25 novembre dernier, dans le cadre de la commission d'enquête, j'ai pu interroger M. Hajdari, président de l'ARCOM, sur ce cas. Il nous a indiqué ne pas avoir eu connaissance
de ses publications pourtant publiques sur les réseaux sociaux. Il a annoncé d'ailleurs vouloir s'en saisir à la suite de son audition. Rachida Dati, ministre de la Culture, je lui ai aussi posé la question. Elle nous a indiqué qu'elle avait interpellé le président de l'Arcom sur ce point précis, mais qu'elle n'avait pas obtenu la moindre réponse depuis. Et donc depuis, je le confirme, mais je n'ai pas reçu de réponse ou de garantie claire apportée quant à l'indépendance de l'Arcom depuis la nomination de cette personne. Monsieur Beraou est visiblement toujours en poste à l'Arcom. Est-ce que vous aviez connaissance de cette nomination ? Et d'un point de vue un peu plus général, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de la plus grande précaution sur les nominations au sein de l'Arcom pour éviter toute forme de militantisme de ses membres qui peuvent aussi être amenés à prononcer des sanctions? Juste indiquer, M. Bolloré, que suite à cette audition, Martin Adjari, le président de l'Arcom, nous a indiqué au bureau de la commission qu'il n'avait jamais saisi, en tout cas c'est ce qu'il dit, de courrier de la ministre au sujet de ce salarié qui est au comité de l'Arcom, comme vient de le rappeler le rapporteur. Je vous laisse répondre à sa question maintenant. Écoutez, je ne connais pas ce monsieur, je ne savais pas qu'il avait été nommé, mais enfin, évidemment, c'est embêtant que soient nommés arbitres des gens qui sont extraordinairement orientés. On a eu ça avec Reporters sans frontières, on a eu ça dans des tas de cas, mais enfin bon, la vie est ainsi, comme ça. Dernière question du rapporteur, et puis je donnerai la parole à Madame Sicard, pardon. Pour merci Monsieur le Président. Pour prendre un peu de recul, la dernière fois que vous êtes intervenu dans cette salle, enfin en tout cas dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale, c'était lors de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT qui a été créée suite à un droit de tirage de la France insoumise, avant même que cette précédente commission d'enquête ne rende ses travaux, et avant même d'ailleurs qu'elle n'auditionne les dirigeants du groupe Canal, des membres de cette commission, issus de la gauche, dont certains d'ailleurs présents aujourd'hui et qui m'accusent d'intention de privatisation matin, midi et soir du service public que je n'ai jamais eu, que je n'ai jamais tenu. Ces mêmes députés ont signé et ont relayé des pétitions pour appeler à la fermeture de C8 et CNews dans le cadre de cette commission d'enquête, avant même que les travaux ne se terminent. Et quelques mois après cette commission d'enquête, leur pétition a visiblement été entendue puisque l'Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu un impact de cette commission d'enquête sur la décision de l'Arcom et quelles sont selon vous en tout cas les analyses à faire sur les conclusions et la façon de tenir une commission d'enquête quand elle concerne un sujet aussi médiatique et qui concerne des millions de Français? Écoutez, j'ai pas d'avis. Je sais qu'il y a des tas de gens qui voulaient fermer C8. Ça m'avait été annoncé. Je sais qu'il y a des tas de gens qui veulent fermer CNews. Puis il y a des tas de gens qui voudraient arrêter tout ce qu'on fait déjà, voilà, qui voudraient nous arrêter. Bon. Des tas de gens qui vous regardent. Et il y a aussi des tas de gens qui vous regardent et qui souhaitent que vous puissiez continuer. Mais attendez, je ne suis pas bisounours, c'est-à-dire que je suis tout à fait conscient de ce qui se passe autour. Je pense, je vous redis, je pense que la France est rentrée dans un moment de combat particulier eu égard à sa situation financière. Et que, comme nos chaînes, nos médias disent la vérité, en tout cas disent des choses différentes de ce que disent les autres, et que nous ne sommes pas complaisants, c'est normal qu'on dérange et qu'on veuille nous supprimer. C'est arrivé dans des tas de pays, dans des tas de périodes. J'allais même dire, ça arrive tout le temps. Vous m'interrogiez sur la caste, il y a toujours eu des castes dans tous les pays, dans tous les moments. La question, c'est est-ce que vous êtes avec ou est-ce que vous n'êtes pas avec? Il se trouve que je ne suis pas avec, mais je ne suis pas avec pas parce qu'ils n'ont pas voulu que je sois. Je ne suis pas avec parce que j'ai des convictions. Voilà, je crois dans la France et dans les Français et Françaises. Je crois en la religion, je crois à l'empathie. Et je n'ai pas envie de compromettre ce groupe. Et comme on est un espace de liberté, on a en effet un certain nombre de patriotes qui sont venus travailler dans ce groupe et qui, je crois, y sont bien en général. Est-ce que vous supprimeriez l'Arcom, considérant que pour vous, elle menace finalement une forme de liberté d'expression à laquelle je crois que nous sommes tous ici attachés, mais vous avez eu des propos là encore forts. Et je vous remercie d'ailleurs de nous parler en transparence et sans aucune langue de bois. Je crois qu'on peut tous considérer, quelle que soit la manière dont chacun peut recevoir vos propos, en tout cas, vous remercier au moins de nous dire les choses clairement telles que vous les pensez. Et donc je vais aller directement à cette question. Est-ce que vous supprimeriez l'Arcom? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une instance qui veut vous censurer, qui veut même peut-être vous supprimer, vous l'avez dit, qui veut finalement faire en sorte que nous cessions nos activités?
Vous avez même parlé de confiscation. Je ne crois pas. Vous avez dit qu'on vous a confisqué. Ah bah oui, ça Voilà. nous l'a confisqué, c'est un fait. Je ne crois pas que l'Arcom agisse proprio motu. Voilà, ça veut dire par lui-même. Voilà, je pense que l'Arcom représente un ensemble de gens qui pensent que... Voilà, donc ils ont le droit de le penser, c'est de la liberté. Je laisse à mes ennemis la liberté de vouloir nous supprimer. C'est pas chacun fait comme il pense. Mais j'essaie vraiment, c'est pour essayer de comprendre vraiment ce que votre propos. Non, je pense par exemple, dire que si vous supprimez l'Arcom, ça ne supprimerait pas les problèmes qu'on a. D'accord. Il viendrait par un autre canal. D'accord. Voilà, Mais parce que pour vous, elle a un prolongement politique. c'est pas je ne crois pas qu'on C'est une puisse caste. s'exprimer comme ça. Vous avez des gens, voilà, dans la France d'aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas si c'est 90% ou 95% ou 85% de gens qui voient leur situation qui se dégrade tous les jours. Voilà. Ils ont des problèmes non seulement financiers, c'est-à-dire que leur pouvoir d'achat a baissé, ils n'arrivent plus à vivre. Je disais tout à l'heure en souriant, mais c'est pas un sourire, de mon temps on avait des problèmes de fin de mois, maintenant on a des problèmes de milieu de mois, voire de début de mois. Et puis vous avez encore, malgré ça, un certain nombre de gens qui vivent dans une prospérité, dans une félicité, qui n'est pas forcément d'ailleurs une félicité uniquement financière, mais c'est une félicité, voilà, comme dans les films. Vous regardez Gatsby le Magnifique, vous regardez, je ne sais pas ce que vous regardez au cinéma ou pas, bon, des films où les gens sont contents, ils dansent et ils chantent, voilà. Moi, quand je suis arrivé chez Canal, je vous dis, les gens, ils dansaient, ils chantaient, ils n'étaient pas malheureux. Mais ils dansaient, ils chantaient parce que Vivendi n'osait pas aller arrêter les 500 millions qui coûtaient chaque année. Donc après, c'est une question de volonté. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ça se radicalise. Et puis ça va se radicaliser parce que non seulement les gens ont moins d'argent, mais on voit bien que l'État lui-même ayant moins d'argent donne moins aux services publics qui faisaient qu'en France, même sans beaucoup d'argent, on vivait bien. Les gens vivent mal, les gens sont en difficulté. On a parlé des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, on a parlé de tas de gens comme ça. Et donc, comme on le dit, comme je le dis, voilà. Pourtant, je ne m'exprime jamais dans la presse, mais comme vous me convoquez sous le prétexte de Banijay, j'y connais que dalle, mais comme je respecte les parlementaires, vous me demandez, je vous réponds. Vous voulez rapporter plein de questions autres que Banijay, donc finalement c'était intéressant de vous... Je respecte, je vous remercie je vous ai dit que j'étais démocrate. Donc pour moi, toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui sont députées, je crois, je vous remercie. mon respect. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation, et je dois dire que vous y avez répondu directement, sans aucune forme d'entrave et très spontanément, et ça a été très simple d'organiser cette audition avec vous, et je voulais vous en remercier, même si nous ne sommes pas tout à fait à la fin, Monsieur Bolloré. Voilà donc pour cette audition de Vincent Bolloré devant la commission d'enquête sur le financement, la neutralité et le fonctionnement du service public. À la question de savoir s'il faut, oui ou non, privatiser le service public, le milliardaire breton a répondu que l'État n'avait tout simplement plus les moyens de financer l'audiovisuel public. Il y a d'autres personnalités qui sont attendues devant cette commission d'enquête, notamment Nagui, Delphine Ernotte ou encore les hommes d'affaires Xavier Niel et Mathieu Pigasse. On suivra ça bien sûr sur LCP. À très bientôt, très bonne suite de programme.